Si on vous dit Rousseau, vous pensez à quoi en premier? Contrat social, Émile, Révolution française, ce genre de choses. C'est simple, à chaque fois que Rousseau a fait quelque chose, c'est devenu un chef-d'œuvre. Premièrement, Rousseau est avant toute chose un musicologue, un musicien. Il va inventer un nouveau type de notation de la musique. Il va faire des dizaines et des dizaines d'articles dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert sur la musique. Ouais, puis après, il va se fâcher avec tout le monde. De toute façon, il se fâche toujours avec tout le monde. Donc ça, il a un caractère un peu impossible, assez difficile à vivre. Donc il y a le premier discours qu'on va voir aujourd'hui, le discours sur les sciences et les arts. Il y a le second discours qu'on verra demain, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Tout ça, ça a été écrit, alors pour le premier discours 1750, pour le second discours 1755. Contrat social, Nouvelle Héloïse, Émile, 1761-1762. C'est vraiment des années capitales dans la philosophie de Rousseau, ces années 1761-1762. Puis ensuite, plus tard, viendront les confessions, Rousseau, juge de Jean-Jacques, et les rêveries du promeneur solitaire. Plus un certain nombre d'écrits, l'essai sur l'origine des langues, la correspondance de Rousseau, ses écrits botaniques, parce qu'il était passionné de botanique, il allait souvent herboriser dans les montagnes et dans les campagnes. Et c'est à peu près tout. Alors, ce premier discours vient en fait d'un concours. Un concours proposé par l'Académie de Dijon en 1749. La question était la suivante, et n'importe qui pouvait participer au concours, il suffisait de le vouloir, c'était anonyme. Donc si vous étiez fils de duc ou fils d'évêque, ça ne changeait rien, c'était anonyme. Je vous donne le sujet, et ensuite je le traduis. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer ou à corrompre les mœurs. C'était le sujet. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs. En gros, ça veut dire la chose suivante. Est-ce que les progrès techniques, technologiques, scientifiques, civilisationnels, culturels ont permis une amélioration de l'être humain ou pas? Est-ce que l'homme, qui est devenu plus perfectionné, plus civilisé, plus pointu, plus scientifique, plus artistique, est-ce que cela a permis à l'homme de devenir plus moral, plus juste, plus vertueux? Rousseau a une passion pour l'Antiquité qui remonte à très loin, puisque dès l'âge de 7 ans, il lisait Plutarque quasiment en latin. Ses lectures de jeunesse, c'était Plutarque. Et à votre avis, quand on est un partisan des Lumières, donc comme l'étaient les intellectuels à l'époque, on répond quoi à cette question? Est-ce que les progrès dans les sciences et les arts ont contribué à épurer, c'est-à-dire rendre plus pures les mœurs, ou alors à les corrompre? Si vous êtes dans l'esprit des Lumières, d'un Condorcet ou d'un Voltaire par exemple, on répond quoi? Bien sûr que oui. Et Rousseau, lui, va répondre? Non. Bien sûr que non. Voilà. Exactement. Donc je vous spoil tout de suite la fin. Il va remporter le premier prix. Et ce discours va avoir un retentissement énorme dans toute l'Europe savante. C'est ce discours-là qui va le rendre célèbre. Et je ne m'avance pas sur le second discours qu'on verra demain. Je le laisse de côté pour le moment. Rousseau, c'est avant tout un autodidacte. Il a commencé à apprendre la philosophie tout seul. Et jamais il n'est allé à l'université, jamais il n'est allé dans le moindre collège. Il s'est formé tout seul. Il a réussi à comprendre Descartes, Leibniz, Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin. Il les a tous compris par lui-même, durant son adolescence. Il disait lui-même qu'il fallait d'abord qu'il se fasse un magasin d'idées avant d'en produire par lui-même. Un
magasin d'idées avant d'en produire par lui-même. Approbation. Et donc, si on en vient donc à ce premier discours, il faut que je vous relate un épisode de la vie de Rousseau qui va le conduire à produire ce premier discours. On a appelé ça, les biographes ont appelé ça l'illumination de Vincennes. Rousseau était en route pour aller voir Diderot, qui était retenu prisonnier au fort de Vincennes par la censure royale et par une lettre de cachet. Et en chemin, il va avoir l'inspiration lumineuse. Alors je vous lis le texte. J'allais voir Diderot, alors prisonnier à Vincennes. J'avais dans ma poche un Mercure de France que je me mis à feuilleter le long du chemin. Je tombe sur la question de l'Académie de Dijon qui a donné lieu à mon premier écrit. Si jamais quelque chose a ressemblé à une inspiration subite, c'est le mouvement qui se fit en moi à cette lecture. Tout à coup, je me sens l'esprit ébloui de mille lumières. Des foules d'idées vives s'y présentent, à la fois avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable. Je sens ma tête prise par un étourdissement semblable à l'ivresse. Une violente palpitation m'oppresse, soulève ma poitrine. Ne pouvant plus respirer en marchant, je me laisse tomber sous des arbres de l'avenue. Et j'y passe une demi-heure, dans une telle agitation, qu'en me relevant, j'aperçois tout le devant de ma veste mouillé de mes larmes, sans avoir senti que j'en répandais. Ô monsieur, si jamais j'avais pu écrire le quart de ce que j'ai vu et senti sous cet arbre, avec quelle clarté j'aurais fait voir toutes les contradictions du système social. Avec quelle force j'aurais exposé tous les abus de nos institutions. Avec quelle simplicité j'aurais démontré que l'homme est bon naturellement et que c'est par ces institutions seules que les hommes deviennent méchants. Tout ce que j'ai pu retenir des foules de grandes vérités qui, dans un quart d'heure, m'illuminèrent sous cet arbre, a été bien faiblement épars dans les trois principaux de mes écrits, savoir ce premier discours, celui sur l'inégalité et le traité de l'éducation. Le traité de l'éducation, évidemment, c'est l'Émile, qui est un pavé monstrueux, dans lequel Rousseau conseille justement de ne pas trop lire. Alors, il fait ça dans un livre qui est épais comme une brique, mais bon. Et dans l'Émile, ce qui est fantastique, c'est que vous avez tout. Vous avez une théorie de la connaissance, vous avez une métaphysique, vous avez de l'éthique, vous avez de la morale, vous avez de la théologie, vous avez de la psychologie, et bien sûr de l'éducation. L'Émile, si vous voulez, c'est un petit peu la contre-encyclopédie de Rousseau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'était d'abord allié aux Lumières, à Diderot, d'Alembert et à toute l'équipe de l'encyclopédie, puis il a claqué la porte. Et donc il a fait de son côté sa propre encyclopédie en quelque sorte, qui est dans l'Émile. Juste deux mots avant de rentrer dans les détails du discours sur le contrat social. Le contrat social est, avec l'esprit des lois de Montesquieu, l'ouvrage de philosophie politique le plus important du XVIIIe siècle. Rousseau est le théoricien de la souveraineté populaire, le théoricien de la démocratie, de la République, de l'intérêt général, de la volonté générale. C'est lui qui invente tous ces concepts. Jusque-là, ils avaient déjà été nommés, mais effleurés. L'expression de la volonté générale, c'est la loi, disait Montesquieu, d'accord? Mais qu'est-ce que la volonté générale? Alors pour Rousseau, c'est pas la majorité, c'est même pas l'unanimité. Et j'entrerai pas plus dans les détails, mais c'est la somme des différences. C'est comme dans le calcul infinitésimal. C'est la somme des différences qui permet en fait au peuple de se donner des lois tout en étant souverain. Rentrons maintenant dans le discours. Avertissement de Rousseau. Qu'est-ce que la célébrité? Voici le malheureux ouvrage à qui je dois la mienne. Il est certain que cette pièce qui m'a valu un prix et qui m'a fait un nom est tout au plus médiocre.
Et j'ose ajouter qu'elle est une des moindres de tout ce recueil. Quel gouffre de misère n'eût point évité l'auteur si ce premier livre n'eût été reçu que comme il méritait de l'être. Mais il fallait qu'une faveur, d'abord injuste, m'attirât par degrés une rigueur qui l'est encore plus. Alors le discours est composé de deux parties. La première, on pourrait la résumer de la façon suivante. Contre le savoir incertain et inutile, Rousseau valorise l'ignorance et la simplicité vertueuse. Pour Rousseau, si vous voulez, les progrès moraux et éthiques sont inversement corrélés, voire inversement causés par les progrès civilisationnels, techniques, technologiques et artistiques. Ça va presque dans le sens contraire. Et il commence en disant, et il commence souvent comme ça dans ses écrits, par donner raison au sujet, pour ensuite mieux l'attaquer. C'est un grand et beau spectacle de voir l'homme sortir en quelque manière du néant par ses propres efforts, dissiper par les lumières de sa raison les ténèbres dans lesquelles la nature l'avait enveloppé, s'élever au-dessus de lui-même, s'élancer par l'esprit jusque dans les régions célestes, parcourir à pas de géant, ainsi que le soleil, la vaste étendue de l'univers. Et ce qui est encore plus grand et plus difficile, rentrer en soi pour y étudier l'homme et connaître sa nature, ses devoirs et sa fin. Toutes ces merveilles se sont renouvelées depuis peu de générations. Là, il y a un élément de contexte qu'il faut bien préciser. C'est que de Copernic jusqu'à Newton, les sciences ont été complètement révolutionnées. Tout le Moyen-Âge est aristotélicien. Donc basé sur la physique et l'astronomie aristotélo-ptoléméienne. Ptoléméique, pardon. Donc c'est le géocentrisme, c'est la Terre qui est au centre de l'univers et les autres planètes qui tournent autour. Copernic prouvera l'inverse, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Galilée prouvera que la Terre tourne autour d'elle-même. Newton va expliquer le mouvement des différentes planètes. Du coup, on constate que dans les sciences, indubitablement, il y a des progrès. On avance. C'est pas grave. Une question. Bien sûr. Progrès moraux et éthiques. Oui. C'est quoi la distinction entre moraux et éthiques? Alors, la morale, c'est un discours qui prend comme borne référentielle le bien et le mal. La morale, c'est des valeurs absolues, transcendantes, universelles et rationnelles si on est kantien. Ça s'occupe du bien et du mal. Ça répond à la question que dois-je faire. L'éthique, ça répond à la question comment dois-je vivre. L'éthique, c'est basé sur le bon et le mauvais en tant que valeur relative, immanente, propre à chaque groupe, propre à chaque individu. La morale, c'est universel, l'éthique, c'est particulier. C'est pour ça qu'il y a plusieurs éthiques grecques, mais qu'en fait, il n'y a qu'une seule morale, si on est kantien. C'est la différence entre les deux. Pas de souci. Donc on constate, à cette époque-là, qu'on a fait des progrès dans l'espace, dans tous les sens du terme. Donc je reviens sur le progrès. Le XVIIIe siècle et le XIXe siècle sont les grands siècles du progrès. On était persuadé, et à juste titre, d'avoir fait des progrès dans l'espace. Est-ce qu'on peut faire des progrès dans le temps? C'est ça la grande question. Alors si vous suivez Condorcet, dans son esquisse d'un portrait des progrès de l'esprit humain, Condorcet vous explique que le temps passe et que en gros il y a une autoroute du progrès. Il y a un escalator qui va à toute vitesse dans le sens du progrès. Et progressus en latin, ça veut dire aller en avant. Mais ça veut aussi dire aller mieux. Donc aller en avant, c'est aller mieux.
Et Rousseau va dire pas du tout. Revenons à son discours. Rousseau nous dit qu'il serait doux de vivre parmi nous si la contenance extérieure était toujours l'image des dispositions du cœur, si la décence était la vertu, si nos maximes nous servaient de règles, si la véritable philosophie était inséparable du titre de philosophe. Ce que Rousseau reproche, entre autres à la modernité, c'est de faire un écart entre le dire et le faire. La vertu, virtu en latin, arrêté en grec, ça signifie l'excellence humaine, l'excellence comportementale. Et ce que Rousseau reproche aux philosophes contemporains de son époque, c'est de dire plein de belles choses, mais de jamais les appliquer. Alors que dans l'Antiquité, si on prend l'exemple de Socrate, Socrate, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et Rousseau nous dit, voilà, dans le monde contemporain, on parle beaucoup et on fait peu. Et ça, c'est parce que les sciences et les arts nous ont détournés de la vertu. La parure n'est pas moins étrangère à la vertu, qui est la force et la vigueur de l'âme. L'homme de bien est un athlète qui se plaît à combattre nu. Il méprise tous ces vils ornements qui gêneraient l'usage de ses forces et dont la plupart n'ont été inventés que pour cacher quelques difformités. Là, ça fait écho, bien entendu, à l'idéal de vie antique, le kalos kai agathos. Traduction, belle et bon. L'idéal, c'est d'être un homme à la fois beau, à la fois bon. Je dis homme à dessein, parce que l'Antiquité était très misogyne. D'où le mot vertu, virtu, viril, vir l'homme, et non pas la femme. Donc à l'époque, seuls les hommes étaient dignes de vertu. Alors ne me sautez pas à la gorge tout de suite. Comment dire? C'était basé sur de la soi-disant biologie. Alors on a un spécialiste de biologie ici parmi nous. L'étymologie d'utérus, c'est hystéron en grec, ce qui a aussi donné le mot hystérique. Donc cette étymologie nous rappelle que les femmes ont l'hystérie en elles. Donc la première des vertus étant la tempérance, la capacité de maîtriser ses désirs, quelqu'un d'hystérique ne peut pas en faire preuve. Donc les femmes sont éliminées d'office de la sagesse. Là, c'est pas moi qui pense ça, hein. C'est l'Antiquité. Et Rousseau, qui est assez misogyne lui aussi, a tendance à penser la même chose. Mais la misogynie de Rousseau, on la verra plus tard. Oui. Il y a des œuvres qui mettent quand même des femmes devant la scène. Je pense à Lysistrata d'Aristophane. Ah, alors, Aristophane est une exception. Aristophane est une exception dans l'Antiquité. Dans les dialogues de Platon, à part dans le banquet, il n'y a aucune femme. Jamais. Dans la Grèce antique, dans l'Athènes antique, parce qu'à Sparte, les femmes étaient beaucoup mieux traitées, parce qu'elles étaient entraînées militairement d'ailleurs, pour être le dernier rempart, si jamais les hommes venaient tous à mourir, pour être le dernier rempart de la cité, il fallait que les femmes sachent se battre. Donc les femmes savaient se battre à l'époque spartiate. À Athènes, les femmes étaient cloisonnées dans ce qu'on appelait le gynécée. C'est de là que vient le mot gynécologique et compagnie. La gynécée, c'était une pièce de la maison qui était dédiée aux femmes. Et elles ne pouvaient quasiment pas sortir dans l'espace public. Le seul rôle honorifique pour les femmes, c'était d'être prêtresse. Comme la Pythie, par exemple, l'oracle de Delphes, dans les temples. C'était le seul rôle socialement valorisé pour les femmes. Si vous étiez une femme, autrement, vous étiez une éternelle mineure. Vous ne passiez jamais à la majorité. Donc la fameuse démocratie athénienne
refuser les femmes, refuser les esclaves, refuser les enfants et les étrangers. Bon, pour les enfants et les étrangers, on peut comprendre. Les enfants, ils ne sont pas en âge de comprendre les problèmes politiques de la cité. Les étrangers, ils n'ont pas la nationalité, entre guillemets, donc c'est comme nos systèmes aujourd'hui à nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie chez les femmes comme chez les hommes en grec, puisqu'il y a des déesses femmes comme des dieux Alors, hommes? Oui, mais Donc, ça c'est les dieux et les déesses. Oui, mais donc les humains sont censés s'améliorer pour s'identifier aux archétypes. En Donc, fait, il y a les hommes comme il y a les femmes différents. bien sûr, mais les dieux dans la mythologie grecque ne sont pas vertueux. Les dieux sont pleins de vices. Ils sont jaloux, ils sont envieux, ils sont violents, ils sont brutaux, ils sont rancuniers. Ils déclenchent des punitions terribles contre les hommes qui ont fait preuve d'orgueil vis-à-vis d'eux. Ça dépend lesquels, non? Ah bah quasiment tous. Hein. Dès l'instant où vous pensez dépasser Apollon en termes de beauté ou en termes d'excellence dans les arts, dès l'instant où vous pensez mieux chasser que Diane ou que vous regardez les nymphes de Diane ou d'Apollon, ce genre de choses, il vous arrive des problèmes. Je pense toujours à ce pauvre Actéon qui a été transformé en cerf par Diane et qui s'est fait bouffer par ses propres chiens. La punition était toujours terrible quand on offensait les dieux de quelque manière que ce soit. Donc la mythologie grecque, c'est un rapport assez intéressé qu'on entretient avec les dieux. On fait des sacrifices aux dieux pour avoir plus de réussite dans la vie et pour éviter le malheur. C'est pas du tout comme dans le christianisme ou dans l'islam. Et d'ailleurs, Rousseau, dans sa vie, un jour, va rassembler toutes ces jolies fringues, tout ce qu'il avait accumulé pour l'ego, et il va tout balancer à la rivière, en disant, ça y est, maintenant je passe à autre chose, c'est fini, fini la superficialité. Il y a un événement historique qui est développé dans le discours, qui a beaucoup marqué Rousseau, c'est la conquête de la Grèce par les Romains. Les Romains, en fait, vont gagner militairement, mais vont perdre civilisationnellement parce qu'ils vont être influencés par les Grecs. La Grèce avait développé la rhétorique, la Grèce avait développé les arts, la Grèce avait développé les sciences et les techniques. Les Romains, à l'origine, c'est des paysans. C'est d'excellents guerriers, d'excellents administrateurs, d'excellents juristes. Et ils ne sont pas très fins. Ils sont assez bourrins même. Et la catastrophe, ils sont très vertueux. Ils sont beaucoup dans l'excellence comportementale. Excellence comportementale qu'on peut envisager comme étant un dépassement des extrêmes. Si on prend l'exemple de l'argent, vous pouvez être soit avare, donc vous vous accrochez à l'argent de façon maladive, soit prodigue, vous claquez sans y penser, et après vous vous retrouvez dans la merde. La bonne attitude, c'est d'être généreux. Par rapport au courage. Soit vous êtes un pleutre, un lâche, et vous fuyez devant la moindre difficulté, soit vous foncez tête baissée et vous êtes un téméraire, ou alors, médiété, milieu, dépassement, vous êtes courageux. Et ça marche comme ça pour tout. Ça, c'est Aristote. Et Rousseau nous dit, voilà, les Romains, jusque-là, faisaient passer la vertu, l'agriculture, le travail des champs, l'armée, la loi, le bien de la cité, avant leurs intérêts particuliers. Ils vont se faire ramollir par la Grèce. Ils vont se faire corrompre. Tandis que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et au bien-être des hommes à s'assembler, les sciences, les lettres et les arts, moins despotiques et plus puissants, peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils sont chargés.
étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils semblaient être nés, leur font aimer leur esclavage et en forment ce qu'on appelle des peuples policés. Le besoin éleva les trônes, les sciences et les arts les ont affermis. Vous voyez comment il écrit bien? Ouais. L'avantage de Rousseau, c'est qu'il pense aussi bien qu'il écrit. Et je pense que c'est un des deux philosophes les plus importants du XVIIIe siècle avec Kant. Et selon moi, c'est le meilleur auteur francophone du XVIIIe. Il y a cette idée un petit peu de la servitude volontaire, qu'on trouvait déjà chez la Boétie au XVIe siècle. C'est-à-dire que le bien-être, le matériel, les progrès, les commodités, les conforts nous rendent esclaves. Ce qu'on gagne en confort, on le perd en autonomie. Et le XVIIIe siècle est le siècle de la quête de l'autonomie. De l'autonomie intellectuelle, de l'autonomie juridique et de l'autonomie morale. Ça s'oppose à l'hétéronomie. L'autonomie, ça veut dire se donner sa propre norme, sa propre règle. L'hétéronomie, ça veut dire prendre sa norme, sa règle de quelqu'un d'autre. Ou d'un livre. Ou même d'une religion. Pour Rousseau, pour Kant, il faut être autonome. Et Rousseau a cette formule dans le contrat social qui est géniale. Il dit « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite s'appelle liberté. » L'obéissance à la loi que je me suis prescrite s'appelle liberté. La liberté, c'est pas faire n'importe quoi. C'est pas la liberté, ça. Faire n'importe quoi, un peu, vous avez en mode adolescent. Ouais, je fais ce que je veux. Papa, t'es nul, tu comprends rien. Je fais ce que je veux quand je veux, où je veux. Eh ben non, ça c'est pas la liberté, c'est la licence. C'est une différence que Platon faisait déjà. Et la démocratie, c'est un régime pour Platon à la fois d'égalitarisme et de licence. Donc on est tous égaux et on est tous médiocres. Et pour Rousseau, c'est pas le cas collectivement, parce que dans le contrat social, évidemment, Rousseau nous dit, en fait, il fait cette analogie, il nous explique dans le contrat social que les peuples, c'est l'inverse des individus. Les individus connaissent le bien, mais ne le font pas. Les peuples veulent faire le bien, mais ne le connaissent pas. C'est pour ça qu'il faut le législateur pour éclairer tout ça. Et je referme cette parenthèse sur le contrat social. En effet, nous dit Rousseau, quel joug imposerait-on à des hommes qui n'ont besoin de rien? En plus, on est en pleine période du Black Friday. Donc ça tape dans le mille. C'est quasiment 68 arts comme déclaration. On finit par être possédé par les biens que l'on possède. Et Rousseau est un très grand valorisateur, et on le verra demain ça, de l'état de nature par rapport à l'état civilisé. Ce qu'il y a dans la modernité, justement, modernité c'est par rapport à l'histoire des idées, donc trois grandes périodes, hein. Antiquité, de à peu près moins 1200 jusqu'à 476, chute de l'Empire romain d'Occident. Moyen-Âge, 476-1492. Modernité, 1492 à nos jours. Donc la modernité, ça ne veut pas du tout dire le XXe siècle. Hein. Ça, c'est, ou le XXIe, encore moins. Ça, c'est être contemporain. Cum temporis, être avec son époque. Dans la modernité, on a les apparences de toutes les vertus sans en avoir aucune. C'est ça le gros problème. Et ça, on reviendra dessus demain aussi, parce que c'est le décalage entre le paraître et l'être. Et ça, pour Rousseau, c'est une catastrophe. Le décalage entre le paraître et l'être.
Sans cesse la politesse exige, la bienséance ordonne. Sans cesse on suit des usages, jamais son propre génie. Plus d'amitié sincère, plus d'estime réelle, plus de confiance fondée. Les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse. Sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle. Derrière la politesse, il y a la manipulation, il y a le double discours, il y a la haine, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a le mensonge. Faites cette expérience une fois, quand on vous demande le matin au bureau ou à l'université ou autre, comment ça va? Répondez, ça va très mal. Vous verrez la réaction des gens. Ah bon? Ah, pas de chance. Allez, au revoir. C'est fait pour qu'on réponde, ça va bien. Parce qu'on n'en a rien à faire de savoir si vous allez bien ou pas, en fait, dans le fond, dirait Rousseau. Sauf pour les vrais amis. Mais en général, les vrais amis, on n'en a pas beaucoup, plus que 5. Ça a été prouvé psychologiquement, ça. On ne peut pas avoir plus de 5 amis. On ne peut pas se dédier à plus de 5 personnes. Et la politesse, qui est une vertu d'apparence et une apparence de vertu, permet de cacher tous les vices propres à la modernité, sous ce voile perfide et uniforme. Oui? Ça me fait un peu penser à un extrait d'un misanthrope aussi de Molière. Ah bah alors, merci mademoiselle. C'est qu'ils se sont un peu inspirés. C'est génial ce que vous dites, puisque Rousseau critique très vertement Molière dans la lettre à d'Alembert, parce qu'il accuse Molière d'avoir rendu Alceste ridicule. Alceste, c'est le héros malheureux du misanthrope de Molière. Alceste, pour Rousseau, c'est un héros tout court. Pour Molière, c'est un objet risible, Alceste. Alceste, il est franc, il est sincère, il est droit, il est authentique. Il ne supporte pas le double discours, il ne supporte pas le mensonge, il ne supporte pas la manipulation. Il est direct, franc. Et Molière n'était censé se moquer que des vices. Et bien on découvre, selon Rousseau, qu'il se moque aussi de la vertu. Alors ça, pour Rousseau, c'est catastrophique. Et il démolit Molière à ce niveau-là sur plusieurs pages. Pas tout Molière, mais le misanthrope. Où il n'y a nul effet, il n'y a point de cause à chercher. Mais ici, l'effet est certain, la dépravation réelle. Et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. Socrate avait commencé dans Athènes. Le vieux Caton, Caton ancien, continua dans Rome de se déchaîner contre ces Grecs artificieux et subtils qui séduisaient la vertu et amollissaient le courage de ses concitoyens. Mais les sciences et les arts, la dialectique, prévalurent encore. Rome se remplit de philosophes et d'orateurs. On négligea la discipline militaire, on méprisa l'agriculture, on embrassa les sectes et l'on oublia la patrie. Et j'adore cette phrase. Jusqu'alors, les Romains s'étaient contentés de pratiquer la vertu. Tout fut perdu quand ils commencèrent à l'étudier. La vertu, ça ne s'étudie pas dans des livres, ça se pratique. Et c'est ça qui est dur avec la vertu, c'est de la pratiquer. Quand on fait tous un peu notre examen de conscience, quand est-ce qu'on a vraiment été vertueux dans la vie? Quand est-ce qu'on a vraiment été courageux? Quand est-ce qu'on a vraiment été loyal? Quand est-ce qu'on a été vraiment généreux? De façon désintéressée, c'est-à-dire. Quand est-ce qu'on a respecté les impératifs catégoriques kantiens?
Ça vous rappelle quelque chose des impératifs catégoriques kantiens, peut-être du lycée? Alors, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Ah si, mais c'est pas. Tu reprends un petit peu. Alors, ça, c'est dans la Bible. Ah oui, ça, C'est le pas- décalogue. Mais c'est pas un peu lié à ça? Alors, pour Kant, On l'a utilisé. Bah, agis comme pour que la maxime devienne universelle. exactement, agis toujours de telle façon pour que la maxime de ton action puisse être considérée comme une loi universelle. Agis toujours de telle façon que tu traiteras tout le monde, en chaque homme, non pas seulement comme un moyen, mais aussi et surtout comme une fin. Alors vous notez, c'est subtil, hein? Non pas seulement comme un moyen, mais aussi et surtout comme une fin. Il y a les deux. Que sont devenus ces toits de chaume et ces foyers rustiques qu'habitaient jadis la modération et la vertu? Quelle splendeur funeste a succédé à la simplicité romaine? Quel est ce langage étranger? Quelles sont ces mœurs, efféminées? Que signifient ces statues, ces tableaux, ces édifices? Insensés, qu'avez-vous fait? Vous, les maîtres des nations, vous vous êtes rendus les esclaves des hommes frivoles que vous avez vaincus. Ce sont des rhéteurs qui vous gouvernent. Bonsoir. Parmi nous, il est vrai, Socrate n'aurait point bu la ciguë, mais il eût bu dans une coupe encore plus amère, la raillerie insultante et le mépris, pire 100 fois que la mort. Voilà comment le luxe, la dissolution et l'esclavage ont été de tout temps le châtiment des efforts orgueilleux que nous avons faits pour sortir de l'heureuse ignorance où la sagesse éternelle nous avait placés. L'heureuse ignorance où la sagesse éternelle nous avait placés. Là, on est dans Avatar. Avatar est un film rousseauiste. Danse avec les loups est un film rousseauiste. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Danse avec les loups. Ouais. Vous l'avez vu? Voyez-le. C'est un chef-d'œuvre. Peuple, sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la science comme une mère arrache une arme dangereuse de les mains de son enfant. Que tout le secret qu'elle vous cache sont autant de mots dont elle vous garantit. Et que la peine que vous trouvez à vous instruire n'est pas le moindre de ses bienfaits. 30 secondes, je perds tout ça. Pas grave. Les hommes sont pervers. Il serait pire encore s'ils avaient eu le malheur de naître savants. Deuxième partie. Les sciences et les arts naissent du vice et produisent du vice. C'était une ancienne tradition passée de l'Égypte en Grèce qu'un dieu ennemi du repos des hommes était l'inventeur des sciences. Les sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices. Nous serions moins en doute sur leurs avantages s'ils la devaient à nos vertus. Le défaut de leur origine ne nous est que trop retracé dans leurs objets. Que ferions-nous des arts sans le luxe qui les nourrit? Rousseau n'est pas l'ami de Bernard Arnault. Pour Rousseau, le luxe est une catastrophe. Déjà parce que ça détourne de la vertu, mais aussi parce que ça vient mettre l'inégalité parmi les citoyens, des membres de la cité. L'idéal vraiment pour Rousseau, c'est la République romaine. La République romaine des premiers temps. Agricole, militaire, vertueuse. Ou Sparte. Un régime fondé sur l'honneur, sur la parole, sur le courage. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du droit ici? Non? Bon. Sans les injustices des hommes, à quoi servirait la jurisprudence? Si vous y réfléchissez bien, si on se comportait tous de façon morale, si on faisait tous le bien,
spontanément. Il n'y aurait pas besoin de droit. Il n'y aurait pas de voleur. Il n'y aurait pas de violeur. Il n'y aurait pas d'assassin. Il n'y aurait pas de fanatique. Plus un système de droit est sophistiqué dans un pays, plus les citoyens de son pays sont vicieux. Parce que plus les arnaques sont sophistiquées, moins l'égalité est respectée, plus la manipulation est grande. Et quand on voit l'épaisseur des différents codes, chez Dalloz par exemple, on se dit qu'on est bien loin de la vertu prônée par Rousseau. Que deviendrait l'histoire s'il n'y avait ni tyran, ni guerre, ni conspirateur? Est-ce que c'est vrai? L'histoire, c'est l'histoire des guerres. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Vous imaginez si en fait, depuis l'époque romaine, on était tous des paysans vertueux, un peu décroissants sur les morts, il n'y aurait pas de problème écologique, il n'y aurait pas de problème de propriété, il n'y aurait pas de problème de vol, il n'y aurait pas de problème d'arnaque, il n'y aurait pas de problème d'inégalité. On ne songerait pas à amasser pour amasser. Excusez-moi. Oui, 300 ans avant, effectivement, un seul a essayé d'agir au nom de la vertu, Robespierre. alors, ça je l'attendais. Ce que Robespierre veut mettre en place, effectivement, c'est une dictature de la vertu. Comme Savonarola un petit peu en son temps à Florence. Pour Rousseau, comme pour Kant, la vertu est affaire de morale et c'est une affaire individuelle. Ce n'est absolument pas au pouvoir politique à imposer la vertu. Ça, pour Kant, ce serait la pire des tyrannies. Les gardiens de la révolution en Iran, catastrophe. Ni Rousseau, ni Kant ne sont pour cela. L'effort doit être individuel. C'est vous avec vous-même, vous avec votre conscience. Rousseau est l'inventeur, enfin pas l'inventeur, mais c'est un de ceux qui, dans l'Émile notamment, va le plus valoriser le rôle de la conscience, l'immortelle et céleste voix que Dieu a placée en nous. Pour Rousseau, chaque homme est doué d'une conscience. Un être humain qui n'a pas de conscience n'est pas un être humain proprement parlé. Donc un serial killer ne serait pas un être humain proprement parlé, qui n'éprouve ni remords ni regrets pour aucune des horreurs qu'il fait. Un cadavre, c'est un mouchoir usagé pour un tueur en série. Oui, le mot, ça existe. Enfin, le mot. Exactement, il y en a. Il y a des erreurs de Rousseau vous dirait il y a des erreurs de la nature. Comment on fait pour se protéger de ces personnes-là si on a le droit? Eh ben, c'est pour ça que je l'ai dit, si on était tous moraux, le tueur en série est immoral. Et pour vraiment répondre à monsieur, vraiment la morale est affaire individuelle et pas collective. Donc mettre en place une dictature politique avec la force de coercition qui est liée, une dictature politique de la vertu, c'est faire complètement fausse route. Par là même, il s'est perdu. Ah bah, il a mal fini, ouais, Robespierre. Mais ça, c'est un classique, d'ailleurs, ça lui pendait au nez. Sommes-nous donc faits pour mourir attachés sur les bords du puits où la vérité s'est retirée? Si on consultait nos devoirs d'homme et les besoins de la nature, on n'aurait de temps que pour la patrie, que pour les malheureux et que pour nos amis. Et ça, ce serait très bien. Alors, si les sciences sont dangereuses de par leur origine, elles sont encore plus dangereuses de par les effets qu'elles produisent. C'est un grand mal que l'abus du temps. D'autres mots pires encore suivent les lettres et les arts. Tel est le luxe, né comme eux de l'oisiveté et de la vanité des hommes. Le luxe va rarement sans les sciences et les arts, et jamais ils ne vont sans lui. Les anciens politiques parlaient sans cesse de mœurs et de vertus. Les nôtres ne parlent que de commerce et d'argent. Les anciens politiques ne parlaient sans cesse que de mœurs et de vertus.
Les nôtres ne parlent que de commerce et d'argent. Excusez-moi. Oui, Il relie la science au vice, oui. et pourtant il donne beaucoup d'importance à la quête de vérité. Alors, Et la science est d'une certaine manière une quête de vérité. absolument. Ça, c'est l'aspect scientifique. Et l'aspect artistique, il le relie aussi au vice, alors que les arts peuvent être élévateurs. Il y a les archétypes platoniciens, le beau. Ah, dans ce cas-là, c'est chez Platon, attention, parce que chez Platon, c'est pas les artistes, parce que les artistes sont chassés de la cité dans la République. D'accord, mais le beau, Mais c'est récent en fait que l'art soit lié au beau dans l'histoire de la pensée. Chez les Grecs, c'est pas forcément lié au beau, surtout le théâtre. La statuaire, oui, le nombre d'or. L'architecture, oui, renombre d'or. Mais les autres formes d'art, non. C'est pas forcément lié au beau. Mais- La tragédie, par exemple, la tragédie, c'est la catharsis. Et sans être lié au beau, c'était inspirateur, élévateur, ça pouvait être élévateur pour les consciences. Oui, mais pour Platon, c'est dangereux. Et pour Rousseau, c'est dangereux aussi. Et pourquoi justement? Parce que s'il y a cette possibilité de s'élever, Pour eux, non. En fait, pour eux, on ne s'élève pas par le théâtre, on ne s'élève pas par la jurisprudence, on ne s'élève pas par la peinture. Désolé. Pour Platon, par exemple, la peinture, c'est un dégradé du dégradé de l'idée. De toute façon, le mot art ne vient pas étymologiquement pour dire ce qui est beau. C'est le artha en sanskrit qui veut dire vrai. Ça donnait vrai d'ailleurs, le mot vrai. Art, artha, artha. Et ça vient aussi de arce en latin. Oui, mais après ça donne arte, oui, mais la racine Oui, en oui, sanskrit c'est artha. tout à fait. C'est ce qui est vrai. Et ben, Ce qui est vrai n'est pas forcément beau. Hein. alors pour Platon, si. Pour Platon, tout ce qui est vrai est beau, tout ce qui est beau est bon, tout ce qui est bon est bien. Après, oui, mais bon, plus on monte dans le temps, plus on a des sens différents. C'est vrai, vous avez raison. Mais juste là, pour Platon, en fait, il y a une communication des idées chez Platon. Communication des formes intelligibles entre elles. Pour Platon, juste 30 secondes, pour Platon, la vraie réalité est mentale. La vraie réalité est intellectuelle. Autrement, on est perdu dans le flot des sensations, dans le flot du relativisme, dans le flot des contradictions. Et ce qu'il y a de vrai, c'est les idées. L'idée de beauté, l'idée de justice, l'idée de courage. Pour Platon, il y a autant d'idées que de réalités. Et les idées sont plus réelles que la matière. C'est pour ça que c'est un philosophe idéaliste, Platon. Et Rousseau aussi est dans un sens idéaliste. Mais idéaliste, évidemment, pas au sens de Miss France, hein, au sens philosophique du terme. Au sens que ce sont les idées qui sont les vraies réalités. Et non pas les impressions sensorielles qui, elles, nous induiraient en erreur. Ça, c'est le legs de Platon, le legs de Descartes, et ainsi de suite. Oui, Petite question par rapport à Platon. oui. On entend aujourd'hui dire qu'on a mal compris Platon, parce qu'on a dit qu'il y aurait un monde des idées, un monde sensible, alors qu'il n'y a pas ça vraiment sur Platon. Exactement. Platon n'a jamais dit qu'il y avait le monde des idées et le monde sensible. Platon n'a jamais dit ça. Jamais dans aucun texte. Ça, c'est venu après. C'est venu de ses successeurs à l'Académie. Mais Platon lui-même, vous ne trouverez jamais dans aucun dialogue de Platon l'expression le monde des idées. Pour Platon, il n'y a qu'un seul monde. Alors évidemment, chez Nietzsche vous dit, voilà, Platon a inventé les arrière-mondes. La religion a inventé les arrière-mondes. Pour Nietzsche, il n'y a de valeur que corporelle. Il n'y a de valeur que matérielle. Et les gens comme Platon, ou les gens comme le Christ, ou comme Saint Paul, encore pire pour Platon, pour Nietzsche, Saint Paul encore pire, on invente des arrière-mondes. Monde des idées, monde de la morale, monde du vrai. Hein, pour Nietzsche, ça, c'est de la volonté de puissance négative. C'est une mauvaise chose. Il faut prendre la vie telle qu'elle est, non pas telle qu'elle devrait être.
De quoi s'agit-il précisément dans cette question du luxe? De savoir lequel importe le plus aux empires, d'être brillant et momentané, ou vertueux et durable? Je dis brillant, mais de quel éclat? Le goût du faste ne s'associe guère dans les mêmes âmes avec celui de l'honnête. Le goût du faste ne s'associe guère dans les mêmes âmes avec celui de l'honnête. Alors il y a un gros problème dans tout ça, parce que Rousseau reconnaît qu'il y a des esprits brillants, qu'il y a des esprits surdimensionnés, qu'il y a des gens qui réussissent à créer des choses édifiantes. Ça oui. Mais le problème, nous dit Rousseau, c'est que ces gens veulent être applaudis. Ces gens veulent de la gloire. Ces gens veulent de la renommée. Ben moi, à mon petit niveau, c'est ce que je fais avec vous. Je suis content de vous parler et vos regards me stimulent. Et ben pour les grands artistes, les grands esprits, les grands intellectuels, c'est la même chose puissance 10 ou puissance 100. Tout artiste veut être applaudi. Les éloges de ses contemporains sont la partie la plus précieuse de ses récompenses. Que fera-t-il donc pour les obtenir s'il a le malheur d'être né chez un peuple et dans les temps où les savants devenus à la mode ont mis une jeunesse frivole en état de donner le tout, où les hommes ont sacrifié leur goût aux tyrans de leur liberté? Ce qu'il fera, messieurs, il rabaissera son génie au niveau de son siècle et aimera mieux composer des ouvrages communs qu'on admire pendant sa vie que des merveilles qu'on n'admirerait que longtemps après sa mort. C'est ça le gros problème. Les génies vont se rabaisser dans leur quête de gloire, leur quête de reconnaissance. Vous pensez à la pyramide de Maslow, quête de reconnaissance au milieu. Ils vont rabaisser. C'est un peu comme pour le bac. On avait dit on va mettre 80% d'une classe d'âge qui a le bac. On avait le choix entre deux options. Soit on ramène effectivement 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, soit on rabaisse le niveau du bac au 80% d'une classe d'âge. Je vous laisse deviner quel côté on a choisi. On est allé à la facilité, ce qui fait qu'aujourd'hui le bac ne vaut plus rien. Et qu'à l'université, on a des catastrophes parce que le niveau des universités et des grandes écoles, eux, n'ont pas baissé. Du coup, les professeurs et les maîtres de conférences d'université sont désespérés parce qu'ils voient arriver chaque année des gens qui savent ni écrire, ni penser, ni structurer un discours, qui font des fautes de grammaire et de syntaxe à tire-larigot, et qui ne sont pas aptes à suivre des études supérieures. Normalement, le baccalauréat, c'est ça, c'est le diplôme qui sanctionne le fait que vous êtes apte à faire des études supérieures. À l'époque, il y a toujours un chiffre que je cite comme ça. En 84, il y avait 400 mentions très bien. En 94, 4000. En 2014, 40 000. Mention très bien. Aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des candidats du bac qui ont une mention. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est Jacques Martin, quoi. C'est l'école des fans. Tout le monde a 20 sur 20. Et les professeurs reçoivent des consignes, et surtout ne saquez pas pour l'orthographe, etc., laissez passer, etc. Enfin, surtout ces 5 dernières années. Oh non, c'est plus ancien que ça. Oui, c'est Ça plus s'aggrave ancien. chaque année. C'est vrai que c'est ancien, il y a une petite montée un peu en crescendo. Il y a une montée en crescendo à ce niveau-là, oui. Eh oui, absolument. Les quoi? Lysias. C'est pas un classement? Lysias, c'est un penseur. Ah, Lysias, le rhéteur. Il a dit exactement ce que déjà dans l'époque de Oui, alors, effectivement, la décadence n'est pas propre à notre époque. Platon a lui-même vécu, et Socrate ont vécu à une époque de décadence où la démocratie va donner naissance à la tyrannie. Et pour Platon, pour Platon, la démocratie est l'étape préalable à la tyrannie. La démocratie conduit à la tyrannie. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, parce que là, il nous faudrait jusqu'à 10h du soir. Et je suis bientôt à la fin de mon heure.
Donc le temps passe Mais très vite. justement, l'aboutissement là, avec le bac, etc., est-ce que c'est pas le résultat de Jean-Jacques Rousseau, des droits de l'homme, etc. Ah non, alors, là je vous arrête tout de suite. Dans les 1000, c'est pas... L'égalitarisme. Non, bah justement, c'est pas du tout ce que Rousseau prescrit. Ah. Et j'ai pas trop le temps d'aller sur les 1000, surtout que c'est comme ça. Ce que Rousseau propose dans les 1000, c'est d'éduquer un jeune et d'en faire un homme. Et non pas un savant. Et non pas quelqu'un qui va exercer un métier. Mais d'en faire un homme qui sera capable de se débrouiller dans toutes les situations de l'existence. Et, effectivement, les connaissances intellectuelles, littéraires, scientifiques et autres, ne doivent arriver qu'à un certain âge, quand on est apte à les recevoir. Pas quand on est trop jeune. Mais Rousseau n'a jamais été en faveur de l'égalitarisme. Ça, ce sont les sectateurs, les suiveurs, qui ont dit on ne veut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Au sens propre comme au sens figuré. Alors là, il y a une petite pique que j'adore. Je ne sais pas si vous allez la reconnaître. Dites-nous, célèbre Arouet, combien vous avez sacrifié de beautés mâles et fortes à notre fausse délicatesse. Et combien l'esprit de galanterie, si fertile en petites choses, vous en aura coûté de grandes. C'est qui le célèbre Arouet? Merci. C'est Voltaire. François-Marie Arouet, c'était son vrai nom. Voltaire, c'est un pseudonyme. Dites-nous, célèbre Arouet, combien vous avez sacrifié de beautés mâles et fortes à notre fausse délicatesse, et combien l'esprit de galanterie, si fertile en petites choses, vous en aura coûté de grandes. Et c'est les clashs de l'époque. Bouba, Caris, MMA, Octogone, voilà. Et Voltaire va lui répondre, hein, notamment dans le second discours. Ça, je vous raconterai ça demain. C'est ainsi que la dissolution des mœurs, c'est pour ça que le luxe est si dommageable, parce que la dissolution des mœurs est la suite nécessaire du luxe. Les mœurs, ça veut dire les habitudes, les coutumes, les pratiques. Pour Rousseau, ce sont des lois non écrites qui sont beaucoup plus importantes que les lois écrites. Les mœurs, les coutumes, les habitudes. Entraîne à son tour la corruption du goût. Donc on a la totale. On a dissolution des mœurs, qui sont la suite logique du luxe. La corruption du goût, qui suit la dissolution des mœurs. Que si par hasard, entre les hommes extraordinaires par leur talent, il s'en trouve quelqu'un qui ait de la fermeté dans l'âme et qui refuse de se prêter au génie de son siècle et de s'avilir par des productions puériles, malheur à lui, il mourra dans l'indigence et dans l'oubli. Tandis que les commodités de la vie se multiplient, que les arts se perfectionnent et que le luxe s'étend, le vrai courage s'énerve, les vertus militaires s'évanouissent. C'est dès nos premières années qu'une éducation insensée orne notre esprit et corrompt notre jugement. Je vois de toutes parts des établissements immenses où l'on élève à grands frais la jeunesse pour lui apprendre toutes choses excepté ses devoirs. Vos enfants ignorent leur propre langue, mais ils en parleront d'autres qui ne sont en usage nulle part. Ils sauront composer des vers qu'à peine ils pourront comprendre, sans savoir démêler l'erreur de la vérité. Ils posséderont l'art de les rendre méconnaissables aux autres par des arguments spécieux. Mais ces mots de magnanimité, d'équité, de tempérance, d'humanité, de courage, ils ne sauront ce que c'est. Voilà le gros problème de l'éducation. On vous apprend tout, sauf ce qu'il y a à faire. On vous rend savant et non pas sage. Ça, c'est une grande différence antique, la différence entre la sagesse et le fait d'être savant. On peut être un savant sans être sage et un sage sans être savant.
Et il nous dit, prenons exemple sur l'Antiquité. On formait les citoyens à être bons et non pas à être savants. C'est l'exemple de Socrate, évidemment. Et de nos jours, et ce qu'il dit là, évidemment, est très frappant par rapport à aujourd'hui, on ne demande plus d'un homme s'il a de la probité. Tout le monde voit ce que ça veut dire, la probité? Non? La probité, c'est l'honnêteté intellectuelle. On ne demande plus d'un homme s'il a de la probité, mais s'il a des talents. Ni d'un livre, s'il est utile, mais s'il est bien écrit. Les récompenses sont prodiguées au bel esprit, et la vertu reste sans honneur. Il y a 1000 prix pour les beaux discours, aucun pour les belles actions. Mais il y a une exception. Les grands esprits, tels Descartes, tels Newton, eux peuvent avoir accès aux sciences et aux arts. Et c'est même une très bonne chose. Mais tout le monde n'y a pas droit. C'est un petit peu comme dans le traité décisif d'Averroès. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Averroès? Très grand philosophe musulman qui vivait à Cordoue au XIIe siècle, à cheval entre le XIe et le XIIe siècle, si ma mémoire est bonne, et qui a écrit entre autres choses. Averroès, c'est un taré d'Aristote. Il a écrit un petit, un moyen et un grand commentaire de tous les écrits d'Aristote. Pour ça qu'on l'a entre autres nommé le commentateur. Mais il a aussi écrit d'autres œuvres, dont notamment un petit traité qui s'appelle le traité décisif. Et il parle de la raison dans ce traité décisif. Sauf qu'il y a 3 catégories d'hommes pour Averroès. Il y a les ignorants, les insensés, il y a les théologiens au milieu, les insensés tout en dessous, et tout au-dessus, évidemment, les philosophes. La raison doit être réservée aux seuls philosophes. Pour le reste, elle est interdite. Rousseau pense comme Averroès. La raison, les sciences et les arts doivent être réservés aux grands esprits qui sauront les maîtriser. Et non pas au tout venant qui va s'y laisser corrompre. Et c'est sur cet éloge des grands esprits que Rousseau termine son premier discours. Je vous remercie de votre attention. Question. Monsieur. Est-ce que Rousseau se considérait comme moral, puisqu'il a abandonné ses enfants? Ah, je l'attendais. Je me suis dit, tiens. Alors, Rousseau a effectivement eu 7 enfants qu'il a tous mis à l'assistance publique. Ça ne lui a pas empêché de faire sans doute le plus grand traité d'éducation avec l'Émile qui n'a jamais été produit. Alors, pour expliquer quand même un peu ça, faut savoir qu'à l'époque de Rousseau, il y a 40% des gens qui mettaient leurs enfants à l'assistance publique. Vous imaginez aujourd'hui ce que ça ferait. Rousseau était pauvre, mais il était indépendant, il était libre. Je vous ai dit tout à l'heure que Rousseau avait commencé par la musique, et qu'il était musicien et musicologue. Il a entre autres fait une pièce de musique qui s'appelle Le Devin du village. Je vous encourage à l'écouter, c'est très sympa. C'est pas du Bach, hein, mais c'est quand même du Bach ou du Beethoven. Mais c'est quand même c'est entraînant, c'est gai, c'est joyeux, c'est léger. Ça a eu un succès incroyable. C'est le thriller du XVIIIe siècle.
aussi bien parmi le peuple qu'à la cour. Et Louis XV a voulu pensionner Rousseau. Donc à l'époque, vous savez, il y a un système de mécénat. Et alors, si vous avez si le roi est votre mécène, là, c'est la timbale, c'est le jackpot. Comme Molière avec Louis XIV. Molière était pensionné par Louis XIV. Eh bien, lors du rendez-vous qui était prévu pour acter cette pension, Rousseau ne s'est même pas pointé. Il n'est même pas venu. Donc il a refusé la pension du roi pour rester indépendant. Mais cette indépendance a un coût. Et Rousseau, pendant très longtemps, a fait beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des petits boulots, entre guillemets. Il était secrétaire d'ambassade, mais son grand job, c'était d'être copiste de musique. À l'époque, on n'avait pas les techniques d'imprimerie suffisamment bonnes pour pouvoir dupliquer les partitions de musique. Donc il fallait encore le faire à la main. Et ça a été son métier principal. Et il faisait de la philosophie quand il était libre. Donc il y avait un problème d'adéquation entre ses enfants et ses revenus. Et il s'est dit, ils seront moins malheureux à l'assistance publique qu'avec moi. Et aussi parce qu'il détestait sa belle famille et qu'il pensait qu'elle était très dangereuse pour l'éducation de ses enfants. Alors, effectivement, je ne vous cache pas qu'on lui a reproché amèrement de s'être livré à cet acte. Mais j'ai envie de dire, nécessité faisait loi. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est sûr, il aurait mieux fait de ne pas les balancer. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis contre cette approche biographique ou onfréienne de dire, voilà, un philosophe ne peut être philosophe que s'il est en strict accord avec ce qu'il dit. Ça, je pense pas. Je pense qu'on peut très bien être un très grand ingénieur et ne pas être quelqu'un de moral. Je pense qu'on peut très bien, étant donné le contexte de l'époque, abandonner ses enfants et pourtant écrire sur l'éducation. Je est un autre, comme disait l'autre. Est-ce que ça répond à votre question? Pas de problème. Monsieur? Dans la mesure où vous avez dit qu'il pensait que les sciences et les arts devaient être réservés qu'à une minorité, Oui. est-ce que vous savez ce qu'il a exprimé des choses par rapport à sa vision d'un système politique? Ah oui, bien sûr. C'est contrasocial. Pour Rousseau, le seul souverain qui vaille, c'est le peuple. Ah oui, il est catégorique là-dessus. Alors évidemment, hein, je ne vous cache pas que l'Émile et le contrat social ont été brûlés en place publique. La maison de Rousseau à Motier a été lapidée, alors qu'il était dedans. Il a dû s'exiler de France. Il a été en Angleterre, retrouvé David Hume, ce grand philosophe écossais, sceptique empiriste. Et puis, quelques semaines après, il a dû s'en aller de chez Hume parce qu'il s'était brouillé. Alors que Hume était sans doute le mec le plus sympa du XVIIIe siècle. Mais il ne donne pas tous les droits au peuple. Alors, si, parce que chez Rousseau, si vous voulez, mais là on parle du contrat social, hein, ça ne me dérange pas du tout. Pour Rousseau, le peuple et le souverain, c'est une seule et même chose, vu sous deux angles différents. Le souverain, c'est celui qui décide des lois. Le peuple, c'est celui qui obéit aux lois. Et le gouvernement, ce n'est pas le souverain. Le gouvernement, c'est un corps intermédiaire par le truchement duquel le peuple obéit aux lois qu'il s'est prescrit lui-même. C'est une branche de l'exécutif. Le souverain, c'est celui qui dit la loi. Celui qui applique la loi, c'est l'État. Celui qui dit la loi, c'est le souverain.
Mais le souverain et l'État, c'est la même chose, vu sous deux angles différents. Et dans le contrat social, il ne parle pas de luxe, il ne parle pas d'argent. Il parle uniquement, si vous voulez, de la valeur de chacun dans un système politique. Il parle de liberté, il parle d'égalité, il parle de religion civile, il parle d'intérêt général, de volonté générale, etc. Mais il ne parle plus du luxe, ni des arts. D'ailleurs, là c'est encore le Rousseau relativement jeune, il a 38 ans quand il écrit ce texte, qui va faire, je vous l'avais dit, un écho énorme, gigantesque dans l'Europe intellectuelle. Mais après, il va quand même mettre un peu d'eau dans son vin. Là, il est encore assez radical sur certaines choses, mais après, il va évoluer et il va un petit peu se calmer là-dessus. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, sauf que le lien avec la minorité qui a droit qu'à certaines choses, je n'arrive pas à faire le lien. Ah, d'accord. Ça, c'est au niveau de la liberté. Alors, bon, pas grave, j'embraye un peu sur ce que je dirai demain, mais c'est pas grave, la pédagogie, c'est l'art de se répéter. Pour Rousseau, il y a des inégalités naturelles et il y a des inégalités de convention. Et Rousseau n'est pas bête. Il sait très bien qu'on n'est pas égaux. Il sait très bien que lui-même est un génie. Il sait bien qu'on n'est pas tous beaux, on n'est pas tous rapides, on n'est pas tous forts, on n'est pas tous en bonne santé, on n'est pas tous intelligents de la même manière et au même degré. Il y a des gens à part, peu importe leur domaine d'expertise. Et donc, dans un pays bien policé, avec une bonne loi, les grands esprits ont tout loisir de s'adonner aux sciences et aux arts. Mais c'est pas bon pour tout le monde. Il faut en être digne. Et surtout, il faut être capable de les maîtriser. Il faut être capable de les contrôler. Il ne faut pas se laisser envahir. Il y a un passage dans le discours sur les sciences et les arts, dans lequel je ne suis pas rentré parce qu'on n'avait pas le temps, qui s'appelle la prosopopée de Fabricius. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la prosopopée de Fabricius. C'est Rousseau qui discute, en fait, avec Fabricius, qui était un républicain romain. Et il lui dit en substance, Fabricius, les Romains, vous, les maîtres des nations, vous êtes devenus les esclaves de ceux que vous avez conquis. Horace, le poète latin, dira la même chose. Enfin, a dit plutôt la même chose. La Grèce conquise conquit à son tour son farouche vainqueur et introduisit les rustres arts dans le rustre Latium. Et effectivement, c'est lors de la conquête de la Grèce que les Romains vont se dire « Waouh, on les a peut-être battus militairement, mais ils nous surpassent dans tout le reste. » Donc au lieu d'imposer notre culture, on va importer la leur. C'est très rare comme attitude. Ça, c'est ce que Rémi Brague dit. Vous connaissez Rémi Brague? Rémi Brague, c'est un des plus brillants philosophes contemporains qui existe. Il a fait des tas de livres. Il parle et il écrit et il comprend couramment le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le latin, le grec, l'arabe classique, l'hébreu médiéval et le syriaque. Et il commente tous les auteurs en VO. Quand il parle d'Aristote, il le commente en grec. Quand il parle d'Averroès, il le commente en arabe et ainsi de suite. Et Rémi Brague nous dit que l'identité culturelle européenne est excentrique et que chaque mouvement de renaissance, c'est une réappropriation de l'héritage grec. On a tous en nous un barbare qui sommeille, et ce barbare peut être tenu en laisse
par l'héritage culturel et intellectuel grec. C'est pour ça qu'il faut sans cesse aller retourner à la source de notre civilisation, qui est la Grèce et qui est la Judée, Athènes et Jérusalem. Les deux sources de la culture européenne sont là. La spiritualité chrétienne, l'intelligence, la philosophie et les sciences grecques. Ça, c'est Paul Valéry qui dit ça. Qu'est-ce qu'être européen? Être européen, c'est avoir subi 3 influences. La spiritualité chrétienne, la philosophie, les sciences grecques, l'ordre, l'armée, l'administration et le droit romain. Quiconque a subi ces 3 influences peut se dire européen. Autre question? C'est peut-être plus une remarque, c'est pas un peu contradictoire par rapport à l'esprit des Lumières, justement, de séparer, de réserver le savoir à une certaine élite? Oui, vous avez raison. Parce que justement... Donc, Mais Rousseau est critique des Lumières. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il occupait une place tout à fait à part et que, en fait, tout le monde pouvait s'en revendiquer. Il y a un Rousseau romantique, il y a un Rousseau conservateur, mais il y a un Rousseau qui, en même temps, est adepte des Lumières, puisqu'il dit dans le contrat social que le contrat social nous permet de changer notre instinct en libre arbitre et de changer la liberté naturelle, d'échanger la liberté naturelle contre la liberté civile. Et ça nous permet de passer du stade d'animal borné et bête à quelqu'un d'intelligent et de sérieux. Donc en ce sens, c'est un philosophe des Lumières. Mais en même temps, il nous dit attention. Et le XXe siècle donne raison à Rousseau. Ça, on en parlera plus demain, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Parce qu'en fait, les progrès techniques, technologiques et scientifiques vont nous permettre de nous entretuer comme jamais on ne s'est entretué dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, la Première Guerre mondiale, le suicide européen, 19 millions de morts. À la fin, on ne savait même plus pourquoi on se battait. C'est complètement absurde, ça n'a pas de sens. Mais on n'est pas tous faits pour posséder les sciences et les arts. Ça, là-dessus, il est assez catégorique. Donc il crée une certaine élite, en fait, aussi au sein de la société. Oui, même dans le contrat social, qui est son texte le plus égalitaire, entre guillemets, il nous dit qu'il y a une figure tout à fait à part, tout à fait magistrale, qui est celle du législateur. Et le législateur, c'est celui qui permet de guider le peuple. Mais il se demande lui-même si le législateur existe. Parce qu'il faut un homme assez exceptionnel pour réussir à s'auto-contrôler, à s'auto-limiter et à se donner des règles qui l'empêcheront de trop jouir de son pouvoir, de dépasser les bornes. Donc il faut trouver quelqu'un que l'intérêt général va plus préoccuper que l'intérêt individuel. C'est le législateur qui est éducateur et non le savant. Exactement. Surtout pas les savants. Surtout pas les savants. Ouais. Question, est-ce que justement toutes ces contradictions là, des philosophes des Lumières, de Rousseau, etc., ne sont pas justement les contradictions du résultat vécu au XXe siècle avec, justement, au nom des droits de l'homme, ne serait-ce que l'extermination des Indiens d'Amérique du Nord, ou même de peuples comme les Vendéens en France et ailleurs. Et est-ce que ça ne justifie pas les droits de l'homme, qui sont les droits de quel homme, on ne sait rien, mais de l'homme occidental, d'envahir la planète et même de la détruire aujourd'hui? Est-ce que ça ne représente pas une parenthèse finalement dans l'histoire de l'humanité? On sait ici, moi je parle d'archéofuturisme,
pour parler du futur enraciné dans les valeurs archaïques. Alors, effectivement, évidemment, Rousseau n'a jamais connu la Déclaration des droits de l'homme, hein, forcément, À qui profite le crime? puisqu'elle date de 1789 et qu'il est mort en 1778. Ouais, mais en fait, c'est toute la suite de toutes ces idées à lui et à d'autres qui ont mis le pouvoir matérialiste, économique, le pouvoir politique, et non plus philosophique. Oui, alors, Donc le résultat est là, quoi. À qui mais je profite- pense que pour Rousseau, le fait que d'aller, entre guillemets, civiliser les peuples inférieurs, c'est-à-dire les massacrer en s'accaparant leurs richesses et en les dominant, en utilisant comme paravent idéologique les droits de l'homme, je pense que Rousseau aurait pensé que c'était absolument scandaleux et à ne jamais faire. Rousseau était contre l'esclavage, par exemple. Il a écrit dans le Contrat social des pages définitives qui rendent l'esclavage, comment dire, impropre à tout système politique. Et contrairement à Montesquieu et à Voltaire, il n'avait pas d'action ou de part de société dans le commerce triangulaire. Parce que Voltaire et Montesquieu critiquent l'esclavage, mais ça ne les a pas empêchés de s'enrichir sur le dos de l'esclavage. Oui, c'est toujours les contradictions. Si faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Là, au moins, il a été cohérent. D'ailleurs, pour rebondir sur l'abandon de ses enfants, il précise dans l'Émile que Émile doit être riche pour pouvoir recevoir une éducation. Ça, on l'oublie évidemment, mais à l'époque, l'éducation n'est réservée qu'à une toute petite élite. Ça, effectivement, c'est un progrès que tout le monde ait à peu près accès à l'éducation. Après, il faut voir ce qu'on en fait. Ça commence à être un peu n'importe quoi. Et bon. Oui. Vous avez cité un film dans sa vie. Oui. Moi, je pense à un autre film, Into the Wild. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Ah, alors j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Mais oui, ça plairait beaucoup à Rousseau. Je voulais savoir si ça résumait la philosophie de Rousseau. Alors, oui et non. Oui et non, parce que on verra demain qu'il y a une valorisation de l'état de nature. Et en même temps, dans le contrat social et dans l'Émile, il y a une valorisation de la civilisation, mais de la bonne civilisation. Il commence l'Émile en disant « Tout est bien de ce qui sort des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. » Il mutile son cheval, son chien, son esclave, il change les saisons, il massacre la nature, etc., etc. Il dit ça, et puis d'un coup, paf, retournement. Il dit « Mais cela serait bien pire encore si on s'arrêtait en route, et notre espèce ne veut pas être façonnée à demi. » Ça, c'est le côté lumière. L'éducation doit entièrement structurer l'homme. Et la bonne éducation. Et c'est en ça que c'est un philosophe des Lumières. Il valorise l'entendement, il valorise la raison, mais uniquement si c'est bien utilisé. Vous faites la distinction entre entendement et raison? Oui, alors oui, ça c'est plutôt kantien. Dans la philosophie kantienne, Adrien, tu t'en rappelles? L'entendement, la raison. Par contre, la raison, c'est de l'entendement débridé. Alors, pour Kant, l'entendement c'est la faculté des concepts et la raison c'est la faculté des idées. L'entendement est toujours accroché à l'expérience. L'entendement c'est la forme de la connaissance. L'intuition c'est la matière de la connaissance. L'intuition qui se situe dans le temps et dans l'espace. Les conditions a priori de la sensibilité. Et les catégories de l'entendement, c'est les catégories pures a priori de l'entendement, selon la quantité, la qualité, la relation et la modalité. L'intuition dans le sens... Non, pas du tout. Dans le sens kantien, c'est-à-dire qui se situe dans le temps et dans l'espace. C'est tout. Et ce qui se passe avec la raison, c'est que la raison s'émancipe de l'expérience empirique pour, à partir des catégories pures a priori de l'entendement, remonter à des principes
anhypothétique. Ouais, c'est un peu hard, je sais. C'est du Kant. Donc forcément, Kant, c'est moins bien écrit que Rousseau et c'est un peu plus sec. Sans hypothèse de départ. Par exemple, remonter de cause en cause jusqu'à la cause première. Pour Kant, la métaphysique n'est pas une science. Et jusqu'à Kant, on pensait que la métaphysique était une science. Pour Descartes, quand il fait des maths, quand il fait de la géométrie, quand il fait de la métaphysique, il fait les mêmes choses, des activités rationnelles. Et la métaphysique se préoccupe de quoi? Elle se préoccupe de Dieu, de l'âme, de l'univers et de l'être. Les trois catégories de la métaphysique spéciale, l'âme, Dieu, le monde, et la métaphysique générale, l'ontologie, l'étude de l'être en tant qu'être. Et pour Kant, ça, c'est pas une science, parce que ça ne s'appuie pas sur l'expérience. Ça ne s'appuie pas sur du réel empirique. L'entendement vient nous permettre de structurer ce réel empirique. La raison s'en émancipe, s'en échappe. Un peu comme une colombe, c'est Kant qui utilise cette image, un peu comme une colombe qui penserait qu'elle volerait mieux sans la résistance de l'air. Mais s'il n'y a plus d'air, il n'y a plus de vol possible. Comme un nageur qui penserait qu'il nagerait mieux sans l'eau. Même s'il n'y a plus d'eau, il ne peut plus nager. Donc c'est juste ça, je ne vais pas rentrer plus dans les détails de Kant, hein, c'est pas à propos. Mais c'est l'idée. La science ne se base pas sur l'expérience. Alors, La chute des corps, tout ça, c'est des expériences de pensée. Oui, ben bien sûr. C'est qui après, tu m'as dit Pourquoi, nous dit Kant? Parce que les mathématiques, et notamment la géométrie, reposent sur l'espace. La physique repose sur le temps pour Kant. Et ce sont les catégories pures a priori de l'entendement qui se reposent sur ces catégories pures a priori de la sensibilité qui vont nous permettre de formuler ce que Kant appelle des jugements synthétiques a priori. C'est-à-dire des jugements qui vous permettent d'accroître vos connaissances tout en se situant avant toute forme d'expérience. Et après, on peut vérifier par le biais de l'expérience, ça c'est pas un problème. Mais on dirait aujourd'hui les mathématiques fondamentales et la physique fondamentale n'a pas besoin de preuves empiriques pour exister. Par exemple, le boson de Higgs a été trouvé théoriquement avant d'être trouvé empiriquement. C'est comme les ondes gravitationnelles de Einstein. Ou les mouvements, les attractions des planètes, exactement. Newton a fait beaucoup de jugements synthétiques a priori pour Kant. D'autres questions ?